Bonjour à tous. Alors, d'abord établi par la médecine comme l'acte le plus important car il détermine le traitement, le diagnostic permet d'identifier et d'établir la nature et les causes de la maladie dont un patient est atteint. En psychiatrie, poser un diagnostic est devenu nécessaire pour identifier, différencier, classer et ainsi de permettre d'inventer une nouvelle thérapeutique qui traiterait les pathologies psychiques. Le traitement moral instauré par l'aliéniste Philippe Pinel s'inscrit dans cette nouvelle voie consistant à considérer l'être fou, à l'humaniser et le considérer comme malade psychique. Avec la psychanalyse et la découverte freudienne de l'inconscient, l'intérêt diagnostique n'a pas cessé, mais ne poursuit pas la même visée que celle de la médecine. Sigmund Freud a largement participé à mettre au cœur du remaniement nosographique ce qui relevait des mécanismes internes à la psyché, c'est-à-dire à faire ressortir la dynamique inconsciente et subjective qui existe chez tout un chacun. Malheureusement, cet apport bénéfique de l'approche psychanalytique dans la psychiatrie s'est vu remplacé progressivement par l'enjeu de la médecine et de la mise en place d'un plan de traitement qui repose essentiellement par une prise en charge médicamenteuse, voire sociale, et niant progressivement la subjectivité des êtres. En effet, de plus en plus de symptômes du monde contemporain sont reconnus par la MDPH comme affection longue durée. Nous pouvons citer ici l'autisme, la dépression, le trouble du déficit de l'attention, ainsi que la dyslexie, la dysphasie, la dyspraxie. Si nous reconnaissons la souffrance associée à ces symptômes, leur classification élevée au rang de maladie n'élève pas celui qui en souffre, mais au contraire l'oblige à s'y reconnaître en se privant de ce qu'est son être. La logique imaginaire prend progressivement le dessus de la logique subjective. Les psychanalystes ne participent plus à la rédaction du DSM. Est-ce que cela signifie pour autant qu'ils se désintéressent de cette question du diagnostic? Quelle place prend-il dans le traitement psychanalytique et quel en est l'enjeu? Nous montrerons la nécessité pour Sigmund Freud dès l'étude sur l'hystérie de délimiter et de circonscrire la nosographie tout en affinant la méthode de traitement des névroses. Puis nous verrons comment la révolution lacanienne et l'application de la conception de l'inconscient structuré comme un langage permettent de restituer l'héritage freudien dans un corpus psychiatrique toujours distinct mais fiable. Enfin, nous montrerons comment le désir du psychanalyste est intéressé dans l'établissement du diagnostic structurel afin de permettre l'orientation de la cure dont la visée est l'espérance. Cette démarche freudienne de refonte de la nosographie met en tension la question de l'universel, autrement dit le fait de dégager les traits communs en un ensemble et l'aspect individuel et singulier de la démarche clinique qui s'effectue au cas par cas, la souffrance étant resituée au regard de l'histoire de l'être. C'est ici un élan formidable de concilier l'universel sans sacrifier la singularité, soit la clinique du sujet, là où le DSM sacrifie ce sujet au profit de l'assujettissement aux symptômes, aux signes et aux laboratoires pharmaceutiques. Les nouveaux traitements médicamenteux constituent une réponse rapide et efficace devant l'absence de réponse thérapeutique au long cours et au déclin de la prise en compte des avancées de la psychanalyse dans les services de soins. De plus, le symptôme est création singulière. Il n'occupe pas la même place pour la médecine et pour la psychanalyse. En médecine, il doit être traité sans délai, la plupart du temps. En psychanalyse, il est nécessaire de respecter la logique subjective. Le symptôme est là, parce qu'il fait tenir une organisation comprenant le désir et sa défense, ou bien pour voiler une forclusion. En médecine, le diagnostic est nécessaire pour définir une prise en charge appropriée. À cette fin, il bénéficie des innovations techniques comme l'imagerie, la biologie et l'informatique.
Les innovations impliquent davantage de responsabilités, mais aussi davantage de compétences. Pourtant, nous pouvons nous demander si la pratique clinique résiste devant la technique. La multiplication des examens dans la recherche du diagnostic ne doit pas se faire en désertant une démarche précautionneuse et soucieuse du patient. Le droit d'accès au dossier médical oblige le médecin à former, mais surtout à prendre soin de la façon dont il transmet cette information. Comme le rappelle un bulletin de l'Académie nationale de médecine en 2006, je cite, donc l'erreur diagnostique est le premier motif de plainte. Ainsi, comme le souligne ce bulletin, établir un diagnostic n'est pas l'apport d'un simple prestataire de service à un usager, mais c'est un acte médical qui repose sur une relation de confiance et une communication psychologique approfondie. Ce qui semble nommé ici, c'est que le diagnostic médical s'effectue dans une relation de transfert. La conclusion de ce bulletin permet de réaffirmer qu'aucun des procédés nouveaux ne doit mettre en cause la primauté de la clinique. Mais plus important encore, pour nous en psychanalyse, c'est que la vérité au malade, si souvent réaffirmée, ne doit pas faire oublier l'importance de respecter le désir de ne pas savoir. En effet, lorsqu'un patient rencontre un psychothérapeute ou un psychanalyste, il ne vient pas demander un diagnostic. Cela arrive, mais cela ne constitue pas une généralité. Le plus souvent, il vient pour une demande de psychothérapie qui peut se transformer en une demande de psychanalyse. C'est la souffrance qui amène un patient à consulter. Ce qui lui importe, c'est le soulagement des symptômes. C'est le temps de la psychothérapie. Le diagnostic ou la cause ne l'intéresse pas, et c'est pourquoi la psychothérapie se situe dans le champ du désir de reconnaissance, sur la cartographie élaborée par Fernando de Amorim. Celle-ci est une représentation des subjectives de l'être tout au long de la cure. Ces positions matérialisent la jonction entre la position du désir côté patient et la position transférentielle du clinicien. Le patient attend que le psychothérapeute, en position de supposé savoir, en position de sujet supposé savoir, le délivre de ses symptômes. Une fois apaisé, il peut être amené à ne plus vouloir continuer le travail thérapeutique, se satisfaisant de la disposition des symptômes. Le clinicien reste alors à sa disposition, à la disposition du patient s'il abandonne, sinon il se tait et respecte son désir de ne pas savoir. Lorsqu'un patient entre en psychanalyse, la libido ne circule plus en circuit fermé entre A', mais en circuit ouvert, mettant au jour la position subjective de l'être au grand autre. Tout en la dévoilant, il peut la rectifier, faire naître ce grand autre barré. Donc ça, c'est le schéma des effets d'une psychanalyse sur les grands autres psychiques structuraux. Voilà. Bien entendu, pour conduire cette cure avec les bons outils, interprétation des formations de l'inconscient, relève de l'équivoque des signifiants dans le cas de la névrose, supporter le transfert, intervenir sur les paradoxes et écouter dans la psychose, il est nécessaire de savoir dans quel champ structurel nous nous trouvons, névrose, psychose ou perversion, pour ensuite pouvoir dégager le diagnostic spécifique, comme l'a dégagé Lucille Mioubi. Cela paraît bien découpé, là où la clinique ne se présente pas toujours sous forme de cas d'école. Freud rappelait d'ailleurs qu'entre le normal et le pathologique, cela n'est qu'une affaire de quantité. En psychanalyse, si nous avons besoin du diagnostic, il n'est pas indispensable à la conduite de la cure. Il y aurait ainsi un paradoxe qui provient de la pratique même de la règle fondamentale. Une pratique qui s'appuie sur les associations libres des patients et des psychanalysants et à partir de laquelle nous allons pouvoir construire le diagnostic. Autrement dit, il y a là un autre paradoxe. Le patient commence par l'ignorance de ce dont il souffre, tout en attribuant un savoir à celui qui l'écoute. Mais celui qui écoute est tout aussi ignorant de ce dont souffre le patient, et il se doit d'ignorer ce qu'il sait. C'est la théorie. En pratique, le clinicien dispose d'une méthode, l'association libre, qui joue le rôle primordial dans le déroulé de la cure, puisque c'est sur elle que repose le traitement. C'est par l'association libre que le patient peut faire émerger les formations de l'inconscient, ses fantasmes,
mais aussi faire naître le transfert, sans lequel l'établissement d'un diagnostic ne peut être confirmé, ce qu'indiquent Thomas Lepoutre et François Villa dans un article. Donc je cite, « C'est le diagnostic qui détermine le traitement, mais c'est le traitement qui, en réalité, permet de s'assurer de la pertinence du diagnostic. Sauf que nous n'attendons pas le diagnostic pour opérer dans la cure. Le diagnostic est un saut qui nous est nécessaire de poser afin de savoir vers quelle direction aller et conduire la cure. Autrement dit, il oriente. Puis c'est l'espérance qui permet au clinicien de supporter la cure jusqu'à son terme. Celle-ci ne sera pas la même selon que nous nous situons du côté de la névrose, du côté de la psychose ou du côté de la perversion. Nous ne pouvons pas exiger les mêmes éléments de sortie de psychanalyse pour ces trois orientations différentes, mais nous nous écartons de tout pessimisme.